Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures diaphysaires de l'humérus. La présentation a été réalisée par le Dr Bellard, sous ma direction. Concernant l'incidence de ces fractures, elles représentent 3 à 5% de l'ensemble des fractures. On retrouve ces fractures au troisième rang des fractures diaphysaires, après celles du fémur et du tibia. Tout âge confondu, ce sont des fractures à prédominance masculine. On retrouve une moyenne d'âge entre 43 et 47 ans, avec une prédominance chez les sujets âgés et 2 pics de fréquence. On retrouve donc une répartition bimodale de ces fractures, en premier lieu chez les jeunes de 20 à 30 ans, avec une nette prédominance masculine, et ensuite chez les patients de 60 à 70 ans, avec une prédominance féminine. Chez les jeunes, il s'agit de traumatismes violents, notamment dans des contextes d'AVP, qui représentent 20% des causes de ces fractures. Tandis que chez les sujets âgés, il s'agit majoritairement de fractures associées à un traumatisme de faible énergie, chez des patients ostéoporotiques, dans des contextes d'accidents domestiques dans plus de la moitié des cas. Concernant l'anatomie, les fractures diaphysaires de l'humérus sont limitées par l'insertion du grand pectoral en proximal et l'insertion distale du brachial en distal. L'humérus est divisé en 3 segments. Le tiers supérieur, qui représente 15 à 25% des fractures. Le tiers moyen, qui correspond à la principale localisation des fractures diaphysaires de l'humérus, soit 30 à 50% des cas. Elles sont souvent secondaires à des traumatismes de faible énergie et sont associées à un taux plus élevé de pseudarthrose. Le tiers inférieur est atteint dans environ 15% des cas, ce sont des fractures qui sont à risque d'atteinte du nerf radial. On retrouve en dernier les fractures étagées qui représentent entre 1 et 4% des fractures qui sont souvent associées à des contextes de traumatisme de haute énergie. Le déplacement des fragments va s'expliquer par la localisation du trait de fracture, devant une fracture au-dessus de l'insertion du grand pectoral. Le fragment proximal sera en abduction et en rotation externe. Devant une fracture entre l'insertion du grand pectoral et du deltoïde, le fragment proximal sera en adduction. Devant une fracture sous l'insertion du deltoïde, le fragment proximal sera en abduction sous l'action du deltoïde et des muscles biceps, responsables d'un raccourcissement relatif du bras. Concernant les rapports vasculonerveux de l'humérus, il existe une zone à risque de lésion du nerf radial correspondant au tiers moyen et à la jonction tiers moyen-tiers distal, à environ 10 à 15 cm de l'épicondyle latéral. On retrouve le nerf radial, qui chemine à la face postérieure de la diaphyse humérale. Il passe dans une gouttière postérieure oblique d'interne en externe et de haut en bas sur 6,5 cm. Il traverse ensuite un septum intermusculaire latéral entre le chef latéral du triceps et le muscle brachial à une distance de 16 cm de l'épicondyle latéral, 20 cm de l'épicondyle médial et 19 à 20 cm de l'olecrâne. Pour rechercher un déficit, on va surtout s'attarder à la dorsiflexion du poignet et des extenseurs des doigts. On retrouve le nerf radial qui chemine à la face postérieure de la diaphyse humérale. Il passe ensuite dans une gouttière postérieure oblique d'interne en externe et de haut en bas sur 6,5 cm. Il traverse ensuite un septum intermusculaire latéral entre le chef latéral du triceps et le muscle brachial à une distance de 16 cm de l'épicondyle latéral, 20 cm de l'épicondyle médial et environ 19 à 20 cm de l'olecrâne. Le nerf ulnaire, qui se situe en arrière du septum médial et chemine au bord postéromédial de l'humérus en distalité. Il existe un risque de lésion au moment de l'abord ou alors par l'utilisation de Davier. On retrouve également l'artère brachiale accompagnée du nerf médian qui chemine à la face antérieure de la diaphyse. Ils sont à risque d'être lésés dans les fractures associées à un gros délabrement musculaire ou à un déplacement antérieur. Du fait de la proximité de l'artère brachiale et du nerf médian, nous recommandons la réalisation d'un angioscanner en cas de signe de lésion du nerf médian. Enfin, on retrouve le nerf axillaire qui passe sous la glène à environ 10 à 20 mm, collé à la capsule postérieure et contourne ensuite le bord interne puis postérieur du col chirurgical de l'humérus. Il forme un arc de cercle horizontal à 45 mm du trochiter. Il est localisé autour de la métaphyse humérale, à environ 5 à 7 cm sous l'acromion. Pour repérer le nerf axillaire, le tuck sign permet d'apprécier sa position par rapport au deltoïde et l'humérus. À propos des lésions associées,
On retrouve en premier lieu les lésions nerveuses, notamment du nerf radial dans 10 à 20% des fractures. Elles sont principalement retrouvées dans les fractures du tiers inférieur. Il s'agit majoritairement de neurapraxie, associée à un taux de récupération de 70%. Une section nerveuse est retrouvée dans moins de 3% des cas. Les atteintes des autres troncs nerveux sont plus exceptionnelles et peuvent être retrouvées dans les fractures ouvertes avec un délabrement musculaire important. Les lésions du nerf radial se retrouvent principalement sur les fractures d'Holstein-Lewis, fractures du tiers distal liées à des contraintes en torsion. La littérature ne fournit pas de consensus sur l'attitude chirurgicale devant un déficit du nerf radial dans ces fractures. Compte tenu du fort taux de neurapraxie de bon pronostic, certains auteurs ne recommandent que l'exploration du nerf radial en cas de persistance du déficit ou de section visible lors de l'échographie ou l'électromyogramme réalisé durant le suivi. D'autres équipes vont réaliser une exploration et neurolyse systématique du nerf radial associé à l'ostéosynthèse chez les patients qui présentent une paralysie post-traumatique du nerf radial. Ensuite, on peut également retrouver des lésions vasculaires dans 1 à 3% des cas. On peut retrouver une rupture de l'artère brachiale ou plus rarement une rupture de l'artère axillaire dans un contexte de dissociation scapulo-thoracique. Enfin, on retrouve les complications cutanées dans 2 à 8% des cas, généralement associées à des contextes de traumatisme à haute cinétique et polytraumatisme. À propos du dépistage et du diagnostic de ces fractures, il repose en premier sur la réalisation de radiographies. Le bilan nécessite des clichés de face, ainsi que des clichés de profil qui incluent les articulations sus et sous-jacentes, à savoir l'épaule et le coude. On retrouve la classification de Lao qui établit une classification pour les os longs. Le premier chiffre correspond à l'os long touché. Pour l'humérus, il s'agit du chiffre 1. Le second chiffre correspond ensuite au segment atteint. 1 pour la portion proximale, 2 pour la diaphyse, et enfin 3 pour la portion distale. Le type A correspond à un trait de fracture simple avec comme sous-type A1 pour les fractures spiroïdes, A2 pour les fractures obliques et A3 pour les fractures transverses. Le type B correspond à 2 traits de fracture avec un troisième fragment, avec le sous-type B2 pour les troisièmes fragments intacts et B3 pour un troisième fragment comminutif. Le type C correspond à une fracture complexe et multifragmentaire avec le sous-type C2 pour un fragment intact et C3 devant un fragment comminutif. Le traitement de ces fractures ne fait pas consensus, néanmoins on peut tout de même proposer un algorithme simplifié afin de guider la prise en charge. Devant une fracture de la diaphyse humérale simple de type A2, oblique, chez un patient présentant des comorbidités et ou une altération de l'état général importante, et chez les patients âgés ou avec des pathologies ou traitements induisant une ostéoporose importante, on peut proposer dans ces cas-là un traitement orthopédique qui consiste en une immobilisation sur une durée de 8 à 10 semaines. La consolidation osseuse est obtenue dans 94% des cas dans les 10 semaines post-traumatiques. La paralysie du nerf radial n'est pas une contre-indication absolue au traitement orthopédique. On peut recourir soit à un du-Jarrier qui peut être indiqué quelle que soit la localisation diaphysaire. Son utilisation est recommandée devant les formes les plus proximales. Il a l'avantage d'être simple, généralement bien supporté par les malades et permet une antalgie rapide, mais à risque de déplacement secondaire et de pseudarthrose. On peut également recourir à un brassard de Sarmiento qui permet un taux de consolidation entre 94% et 98%. Il est utilisé pour les fractures spiroïdes ou obliques simples peu déplacées chez un patient monotraumatisé, coopérant et principalement localisé au niveau du tiers moyen. Il a comme avantage d'être bien supporté, permet une reprise précoce de la mobilisation et de diminuer la durée d'hospitalisation. L'alternative est la prise en charge chirurgicale. On retrouve différentes possibilités thérapeutiques, dont l'ostéosynthèse par plaque phyllos longue, qui sera utilisée pour les fractures du tiers proximal pouvant s'étendre jusqu'au tiers moyen, voire jusqu'au tiers inférieur. Au niveau des fractures du tiers moyen, voire du tiers distal de la diaphyse, on peut également proposer une ostéosynthèse par plaque LPDCP. Elles vont permettre un contrôle visuel de la réduction osseuse et une neurolyse du nerf radial.
On peut également proposer une synthèse à foyer fermé, l'enclouage centromédulaire avec un contact osseux maximal permet une meilleure stabilité dans l'os ostéoporotique en comparaison aux plaques et également moins de dépériostage. Les indications sont principalement représentées par les fractures fermées de la diaphyse et il convient d'éviter d'enclouer les fractures diaphysaires du tiers distal car la fixation distale du clou serait trop proche de la fracture, ne permettant pas une stabilité satisfaisante. Par ailleurs, chez les patients dont le flux diaphysaire distal est trop étroit, l'introduction du clou pourrait entraîner une distraction du foyer de fracture. Dans ces cas-là, on recommande l'ostéosynthèse par plaque. Une lésion préopératoire du nerf radial n'est pas non plus une contre-indication à l'enclouage. La littérature ne permet pas une attitude consensuelle sur la nécessité de réaliser ou non une exploration ou neurolyse du nerf radial lors de l'enclouage. L'exploration péropératoire du nerf radial permettra de s'assurer de la continuité du nerf et de le protéger durant la réduction et l'alésage. Le principal inconvénient étant que la neurolyse retarde la récupération neurologique et la perte de l'hématome fracturaire peut également retarder la consolidation osseuse, alors que les atteintes du nerf radial dans les fractures sont majoritairement représentées par une neuropraxie de bon pronostic. De manière plus confidentielle, il existe également la possibilité de réaliser un embrochage fasciculé rétrograde ou aquetal. Il se fait par une voie sus-olécrânienne et permet un remplissage de la cavité médulaire par plusieurs broches divergentes intra-épiphysaires céphaliques avec un blocage distal assurant une stabilité mécanique. Les indications sont identiques à celles du clou et vont être privilégiées chez un sujet jeune avec une fracture diaphysaire du tiers proximal. Cette technique a pour avantage la simplicité de la réalisation, la disponibilité du matériel et permet un contrôle des rotations sans verrouillage avec une dynamisation facile. L'inconvénient principal repose sur la migration des broches, pouvant nécessiter une ablation précoce du matériel et une ablation qui peut parfois être difficile. Pour les ostéosynthèses à ciel ouvert, on retrouve trois principales voies d'abord pour l'humérus diaphysaire. En premier, la voie d'abord antérolatérale, la plus utilisée, notamment utile dans les ostéosynthèses par plaques phyllos longues et les plaques LCP du tiers moyen. En distal, elle débute entre le brachioradial et les extenseurs du poignet en latéral et le tendon du biceps. En proximal, on peut s'étendre dans l'intervalle deltopectoral et dans les fractures les plus proximales, la voie d'abord peut s'apparenter à une voie deltopectorale élargie. La voie d'abord consistera à récliner médialement le biceps brachial et originer de latéral en médial le brachial antérieur. Au niveau du tiers inférieur de l'humérus, le nerf radial doit être repéré et neurolysé si besoin. Pour les plaques phyllos longues, la désinsertion humérale du deltoïde peut parfois être nécessaire. Pour l'extension proximale, il s'agit d'une approche deltopectorale standard. On retrouve ensuite la voie d'abord latérale qui permet principalement d'exposer les deux tiers distaux de la diaphyse humérale. Elle peut également permettre de s'étendre jusqu'à l'humérus proximal en cas de besoin. L'incision cutanée s'étend du bord antérieur de l'insertion du tendon du deltoïde jusqu'à l'épicondyle latéral. Cette voie d'abord consiste à inciser le long du septum intermusculaire latéral, puis repérer le nerf radial dans l'intervalle entre le triceps et le biceps brachial au niveau du tiers moyen, puis consiste en une neurolyse du nerf avec exposition osseuse progressive distale. Enfin, on retrouve la voie d'abord postérieure, dont l'incision cutanée débute au niveau de l'olécrâne et s'étend sur une ligne droite le long du bras. Elle croise le nerf radial à la moitié de l'humérus et le nerf axillaire en proximal, d'où l'intérêt de bien connaître la distance entre l'olécrâne et le nerf radial lorsqu'il croise la diaphyse humérale. Dans un premier temps, cette voie d'abord comprend une dissection dans l'intervalle entre les chefs longs et latérales du triceps, afin de repérer le nerf radial palpé dans cet intervalle, en amont de la pointe proximale du tendon tricipital et l'artère brachiale profonde. En distalité, le tendon du triceps peut être longitudinalement incisé pour aborder l'humérus jusqu'à la fossette olécrânienne et les deux piliers. Le principal risque de cette voie d'abord reste la lésion du nerf radial, retrouvée dans 12% des cas. Dans ces fractures, on va retrouver trois principales complications. On retrouve dans un premier temps les lésions nerveuses. Ces lésions iatrogènes concernent principalement le nerf radial. Selon une méta-analyse de Maria Ann Small publiée en 2022 dans l'Effort Open Reviews, les paralysies iatrogènes du nerf radial sont significativement plus fréquentes en cas d'ostéosynthèse par plaque en comparaison à l'enclouage centromédulaire avec un risque relatif à 1,8 ou encore comparé à l'ostéosynthèse mini-invasive
par plaque avec un risque relatif à 5,6. On retrouve ensuite le risque infectieux, dont les deux principaux facteurs de risque sont les fractures ouvertes et les ostéosynthèses à foyer ouvert. Selon cette même méta-analyse, il existe un risque significativement plus élevé au cours des ostéosynthèses à foyer ouvert en comparaison à l'enclouage centromédulaire, avec un risque relatif à 1,84. Enfin, on retrouve le risque de pseudarthrose, qui est une complication à la fois associée au traitement chirurgical et au traitement orthopédique. Toujours selon cette méta-analyse, il existe un risque significativement plus faible de pseudarthrose après un traitement chirurgical en comparaison au traitement orthopédique, avec un risque relatif à 0,37. On ne retrouve par contre aucune différence significative entre les différentes approches chirurgicales. Pour conclure, il faut retenir qu'il existe une principale classification qui est celle de Lao, qu'il existe également deux types de populations touchées, les hommes jeunes d'un côté et les femmes plus âgées d'un autre, et qu'il existe également trois principaux traitements, d'une part l'immobilisation, soit par écharpe contre écharpe, soit par brassard de Sarmiento, d'autre part l'ostéosynthèse par plaque, ou encore l'enclouage centromédulaire.